question a été posée là, tout à l'heure sur les modes d'habitat disponibles ou à encourager ou à favoriser pour les personnes âgées. Cette question, nous la reprendrons tout à l'heure avec Philippe Bonon, sans doute, ou d'autres intervenants, mais simplement pour dire à nos internautes que nous avons bien noté cette question. On y reviendra. Stéphane Alvarez, qui est sociologue, maître de conférences, directeur des études donc à Grenoble, et qui est auteur notamment de la politique de prévention en vue de bien vieillir, n'a pu être présent, mais il nous a adressé une vidéo, et donc on va directement voir cette vidéo. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous, mais j'étais déjà engagé par ailleurs, donc je me tente à cet exercice inhabituel de m'enregistrer en amont pour vous proposer ma petite intervention autour de la table ronde qui inaugure cet après-midi. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les professeurs Michel Noguès et Grégory Nino pour avoir accepté que je fasse ma modeste intervention en vidéo. Et je tiens aussi à féliciter le comité scientifique et le comité d'organisation pour leur persévérance dans ces temps si particuliers. Ça fait du bien, à vrai dire, de continuer malgré tout à pouvoir échanger, à pouvoir faire vivre la pensée et la recherche. Donc un grand bravo et un grand merci à vous. Alors pour me présenter rapidement, je suis sociologue à l'université Grenoble-Alpes et au laboratoire PACT. Mes travaux de recherche portent notamment sur la prévention dans le vieillissement et sur la norme du bien vieillir. Ma démarche de recherche, pour l'expliciter rapidement, elle est souvent un peu la même, c'est de partir d'une analyse des politiques publiques de la vieillesse et du vieillissement, notamment la politique de prévention de la dépendance en vue de bien vieillir, afin de comprendre comment la vieillesse est problématisée, tout d'abord dans les politiques publiques, afin d'identifier les différents acteurs qui déclinent la politique de prévention dans des programmes de prévention et dans des actions au plus près des bénéficiaires. Mais bien évidemment, je n'oublie jamais les personnes âgées elles-mêmes, et une de mes préoccupations, c'est ensuite de sonder les rapports différenciés que les individus âgés entretiennent avec les normes de vieillissement contenues dans le bien vieillir. Et ce sont davantage des éléments de sociologie, de l'expérience vécue de la vieillesse et du vieillissement que je vais mobiliser pour cette table ronde sur l'aménagement des espaces et des lieux de vie des seniors dans le but de développer des INM. Alors, ce qu'on peut tout d'abord remarquer, c'est que les INM, ou certaines d'entre elles en tout cas, sont encouragées depuis les premières pierres de la politique de la prévention dans le vieillissement, qu'on peut faire remonter au début des années 2000. Si on prend par exemple le plan national Bien vieillir de 2007, dont le président était le professeur Jean-Pierre Aquino, qui a introduit ce colloque, et ce plan, de mon point de vue, il a vraiment constitué le pivot de la politique de prévention dans le vieillissement. Il a permis de poser les bases de cette politique du bien vieillir et de permettre un développement, une sorte de dynamique de la prévention dans le vieillissement sur la décennie qui s'achève. Si on regarde par exemple les mesures de ce plan national bien vieillir de 2007, on trouve dans l'axe 2 la promotion d'une alimentation équilibrée et diversifiée pour bien vieillir. On trouve dans l'axe 3 également un axe qui promeut les activités physiques et sportives, etc. Et on voit que sur les plans suivants et la poursuite des décisions politiques en termes de prévention de la dépendance, les INM prennent une place de plus en plus importante dans ce qui est proposé, notamment à la population retraitée. Au niveau des acteurs qui, sur le terrain, justement, au plus près des retraités et des seniors, les acteurs qui se sont emparés de ces multiples solutions pour prévenir les maladies, pour prévenir la dépendance, pour au final améliorer la qualité de vie des personnes âgées, sont essentiellement les acteurs de l'action sociale.
des caisses de retraite, des groupements de protection sociale qui se positionnent désormais fortement sur la prévention. Nous avons aussi les centres de prévention Agir Carco, les CARSAT. Donc ces acteurs majoritaires, mais d'autres également, ont sur les 10-15 dernières années orienté largement les retraités vers des ateliers par exemple du bien vieillir, vers des conférences sur la prévention des chutes par exemple, ou sur le maintien d'une activité cérébrale, sur la musicothérapie ou l'art-thérapie plus largement, etc. On pourrait décliner comme l'a fait le professeur Nino dans un de ses articles, tous les dispositifs désormais en place. Donc on peut constater premièrement que les INM, les interventions non médicamenteuses, trouvent de plus en plus leur place dans la politique de prévention et dans les programmes, dans les actions de prévention sur le terrain. Mais alors, comment est-ce que ces incitations à orienter finalement les comportements individuels vers des préoccupations de prévention, vers des logiques d'INM, vers tout ce qui peut favoriser un bien vieillir, donc comment ces incitations sont-elles reçues par les personnes âgées elles-mêmes? Alors, je vais me baser ici mes propos sur les multiples entretiens semi-directifs de recherche que je mène depuis plus de 10 ans maintenant auprès de personnes âgées, de retraités, de seniors, peu importe le vocable que l'on choisit d'utiliser. Je pense vraiment que c'est dans la parole des hommes et des femmes que les représentations personnelles et que les expériences subjectives de l'avancée en âge donnent le mieux à voir une vieillesse plurielle, une vieillesse hétérogène. Et bien entendu, on peut aussi donner des chiffres qui montrent que la vieillesse ne recouvre pas de réalité bien définie. Il suffit de prendre les chiffres de l'espérance de vie à 60 ans ou encore les chiffres de l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, pour s'apercevoir que des écarts non négligeables existent, bien évidemment, premièrement selon le genre. Les femmes ont une espérance de vie et une espérance de vie en bonne santé supérieure de 4 à 6 ans en moyenne par rapport aux hommes. Mais une femme qui vit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes désormais a elle-même une espérance de vie supérieure à une femme qui vit dans la région Hauts-de-France. Il y a aussi, bien entendu, le métier exercé qui impacte l'espérance de vie. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ces données, elles mettent en lumière le fait que la vieillesse et le vieillissement ne peuvent être pensés en dehors du contexte socio-environnemental et des multiples déterminants qui le composent, et en premier lieu les déterminants de santé qui permettent d'aborder le contexte du vieillissement de façon large, et pour reprendre un terme du professeur Michel Noguès, avec qui j'ai échangé en amont de ce colloque, ça permet d'aborder le vieillissement de façon intégrative. Alors, de mon point de vue, et là ce sont en tout cas les expériences que j'en retire de mes enquêtes de terrain, le développement de la prévention et des interventions non médicamenteuses ne peut faire l'économie d'une approche individuelle qui prenne comme pivot de l'analyse le parcours de vie de la personne âgée et les multiples trajectoires de vie, les trajectoires affectives, professionnelles, familiales, de santé, de mobilité résidentielle par exemple, toutes ces trajectoires sociales qui font les parcours de vie individuels. La politique de prévention, comme je l'ai dit, elle cherche à faire évoluer les comportements, les modes de vie, les modes de consommation, ou plus largement les pratiques sociales des personnes âgées, des retraités. On peut lui reprocher à cette politique de prévention, comme ça a été fait d'ailleurs au cours des 10 dernières années, de ne pas suffisamment prendre en compte cette hétérogénéité de la vieillesse, de vouloir plaquer un modèle de prévention de façon trop uniforme sur l'ensemble de la population âgée, et de ne pas suffisamment prendre en compte les situations individuelles, mais aussi, et là c'est une critique qui a été faite tout autant par le Haut Conseil de la santé publique, mais aussi par Jean-Pierre Aquino lui-même sur les différents plans bien vieillir, on peut reprocher un caractère un peu trop élitiste, dans le sens où les INM peuvent tout à fait convenir à des catégories plutôt aisées de la population âgée et rencontrer moins de sens auprès des personnes inscrites plutôt dans des classes populaires. Là, il y a un exemple qui me revient d'un monsieur de 75 ans qui avait travaillé toute sa vie dans l'industrie chimique que l'on trouve au sud de l'agglomération grenobloise, et à l'époque les EPI, les protections au travail, n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ce monsieur, il souffre dans sa vieillesse de maux qui sont issus
de sa trajectoire professionnelle. Et je me souviens encore qu'il me disait, alors en substance, hein, il me disait c'est un peu tard pour me dire de prévenir mon vieillissement et de faire des activités sportives, de faire attention à mon alimentation. C'est trop tard maintenant. Ma situation actuelle, elle est dépendante de ce que j'ai vécu, notamment lors de ma carrière professionnelle d'ouvrier. Donc on le voit, le parcours de vie il a vraiment un impact considérable dans la façon de vivre son vieillissement. Il a un impact aussi sur l'acceptabilité sociale, si on peut utiliser ce terme, des interventions non médicamenteuses. L'ancrage social, il est fortement discriminant des pratiques quotidiennes, des modes de vie, des compétences mobilisées et mobilisables à la vieillesse par les personnes âgées. L'impact des événements qui sont centraux, qui sont vécus par les individus, l'impact du parcours de vie, des valeurs et des références culturelles sur lesquelles s'appuient les individus dans leur vieillissement, tendent à me faire penser que la prévention ne doit pas séparer le vieillissement de la dynamique des vies individuelles. Ça revient à reconnecter la vieillesse aux autres âges de la vie, et cela permettrait aussi, de mon point de vue, de proposer des INM à tous les âges de la vie, mais aussi, pour ce qui concerne la population âgée, de proposer une prévention qui soit adaptée, personnalisée autant que possible. Alors, bien évidemment, cela passe par la prise en compte des déterminants socio-environnementaux de santé en particulier. Pour être vraiment clair dans mes propos, je pense que là où la prévention dans le vieillissement, elle demande aux individus âgés de s'adapter aux conséquences du vieillissement, il importe également, je pense, et afin qu'elle soit davantage efficace et opérante, qu'elle soit capable de créer des environnements favorables au bien vieillir et à l'adaptation des personnes âgées à leur avancée en âge. Les interventions non médicamenteuses ont une place importante dans cette logique, et elles ont une place importante aussi pour une reconnexion à des principes qui sont déjà en fait anciens. Je rappelle très rapidement que l'OMS, au travers de la Charte universelle d'Ottawa de 1986 pour la promotion de la santé, préconisait bien entendu tout d'abord une responsabilité individuelle vis-à-vis de sa propre santé, mais la Charte d'Ottawa dit aussi que changer les comportements individuels, c'est aussi agir sur les déterminants sociaux de la santé et du bien-être, et que donc les sociétés, les États, les nations doivent prendre en compte le fait qu'il faut créer des environnements et des milieux favorables pour rendre possible le changement des comportements individuels et les pratiques de santé. Donc sur ce point, bien évidemment, les lieux de vie des personnes âgées, là où se vit l'intime, doivent être les premières des préoccupations, car c'est en premier lieu dans l'espace domestique que le vieillissement se vit pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un temps de maturation lors duquel les individus relisent leur passé à la faveur des événements centraux qui ont jalonné leur parcours de vie, mais aussi à la faveur de l'idée qu'ils se font de leur futur. Donc en ce sens, de mon point de vue, les interventions non médicamenteuses représentent une solution au défi du vieillissement individuel, mais aussi plus collectif au niveau démographique. Donc bon, j'ai déjà dépassé les 10 minutes. Donc en si peu de temps, j'ai essayé de vous proposer un peu une pensée issue de mes travaux et qui rejoint, je pense, les attentes vis-à-vis des interventions non médicamenteuses, de ce qui peut être proposé aux personnes âgées. Voilà, j'espère en tout cas que mon propos vous permettra d'échanger par la suite. Malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous, mais j'espère sincèrement pouvoir vous rencontrer lors de prochaines journées qui sont très nécessaires en ces temps-ci. Donc je vous souhaite un bel après-midi d'échanges et de travaux, et je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Merci à M. Alvarez. Bon, on ne pourra pas échanger donc avec Stéphane Alvarez, mais nous garderons vos questions qui effectivement lui seront adressées et pourra faire donc des réponses. On voit bien au travers de ces propos que les INM ont toute leur place dans la politique promue dans le cadre du bien vieillir, mais encore faut-il qu'elles soient personnalisées, adaptées, et puis également que l'approche socio-environnementale de la personne, du senior, soit prise en compte. Il est évident que
Et on a une importance certaine de cet environnement sur le parcours de vie des personnes. On a un nombre de questions, on y reviendra tout à l'heure, qui ont été posées. Donc, comment je dois, à qui je dois m'adresser, comment faire pour obtenir donc une INM, et puis aussi sur le financement, parce que on l'a évoqué tout à l'heure avec Jean-Pierre Aquino, on a une progression de la demande d'une façon générale, que ce soit la demande vis-à-vis des médecins, vis-à-vis des paramédicaux, vis-à-vis de la rééducation, qui sont des formes qui sont prises en charge au sens de prestations légales, prestations d'assurance maladie, et puis on a un développement d'un certain nombre d'activités qui sont proches, qui sont des INM, qui sont évaluées, pour lesquelles on se pose tout simplement de vraies questions de leur financement. À savoir que les organismes tels que les retraites, les mutuelles, hésitent en disant oui, on n'a pas beaucoup de demandes, mais si on crée la demande, ce serait trop important en financement, etc. Donc on voit bien combien cette émergence des INM fait qu'aujourd'hui, on a une population qui va demander à y recourir et a besoin de connaître les bonnes modalités pour justement y recourir. Et bien sûr, on a là toute la valeur de l'évaluation en matière d'INM.